Alors, bonjour, bienvenue à ce dernier rendez-vous juridique de la saison. On commence vraiment à être fin de la saison. Présenté par Kane Lamar, mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fière. Et l'événement d'aujourd'hui porte sur les lois environnementales. Et cet événement-là s'adresse à toutes les entreprises susceptibles de recevoir la visite d'un inspecteur et ou d'un enquêteur du ministère de l'Environnement, aussi bien provincial que fédéral. Et nos deux conférencières nous fourniront des outils afin de répondre, entre autres, aux questions suivantes. Et j'imagine qu'elles sont nombreuses, les questions, quand on a ce type de visite-là. Comment gérer la visite d'un inspecteur et ou d'un enquêteur sur les lieux? Quels sont les droits et les obligations de l'entreprise? C'est quoi les procédures qui pourraient être mises en place à titre préventif? Comment se déroule le processus judiciaire qui peut s'en suivre? Et ce matin, on est en famille, on est un petit groupe, c'est très quand même ciblé comme événement et on vous invite à ouvrir vos caméras, à poser vos questions. Les filles sont là pour répondre à vos questions, donc c'est très rare qu'on peut avoir des expertes comme ça pour nous. Donc, il y a une période de questions qui sera ouverte à la fin, mais si jamais vous avez des questions au fur et à mesure, je suis certaine que nos conférencières vont se faire un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez également écrire vos questions dans le chat en bas de l'écran si vous êtes un peu plus timide. J'aimerais remercier, saluer nos partenaires annuels, Ville-Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. Et tel que mentionné en ouverture, les rendez-vous juridiques vous sont présentés par Kane Lamar et j'aimerais vraiment les remercier de leur grande collaboration tout au long de la saison. D'ailleurs, je laisse la parole à mon ami, un homme que j'admire profondément, qui est sur notre CA, Jean-Pierre Lévesque, avocat associé chez Kane Lamar. Moi, je ne connais pas beaucoup d'avocats, là, mais c'est probablement l'avocat le plus sympathique que je connaisse. Alors, Jean-Pierre, à toi. Eh bien, merci beaucoup, Sandra. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Je te promets de te donner le 20 dont on s'était parlé. Merci beaucoup. Alors, bon matin tout le monde. Alors, mon bureau est très heureux de présenter ce troisième rendez-vous juridique qui, j'en suis certain, sera un franc succès, comme les précédents d'ailleurs. Vous avez été nombreux à nous suivre, à nous réécouter en rediffusion, à nous donner des bons commentaires. C'est super important pour nous, c'est valorisant. Donc, je ne dis pas ça pour mettre de la pression sur nos deux conférencières, Laurence et Karine, du tout, mais on est très satisfait de ce partenariat-là avec la Chambre. Je tiens, en mon nom et au nom de mon bureau d'ailleurs, à remercier la Chambre pour cette belle opportunité. La question des visites d'agents du gouvernement en entreprise se pose régulièrement. Il peut s'agir évidemment d'inspection d'enquête de Revenu Québec, en agroalimentaire du MAPAC, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, et dans ce cas-ci du ministère de l'Environnement. Il y a plusieurs lieux communs à ces visites-là, dont celle des droits et obligations en matière d'inspection et d'enquête. Évidemment, d'une loi à l'autre, les pouvoirs changent, sauf que les réflexes peuvent être similaires. Alors, ce qui rend le webinaire aujourd'hui d'autant intéressant. Je suis convaincu d'ailleurs que ce webinaire-là vous outillera afin de mieux connaître vos droits et obligations en semblable matière. La présentation d'aujourd'hui est également une belle illustration de l'expertise de pointe des juristes de Kane Lamar. Chaque professionnel, dis-je, est spécialisé et dédié dans un champ d'expertise qui est spécifique, dans un champ de pratique qui est spécifique, ce qui contribue à faire la force unique de notre cabinet régional. À tous, donc, un excellent webinaire. Merci beaucoup, Jean-Pierre. J'aimerais maintenant vous présenter nos deux conférencières de ce matin. Tout d'abord, Maître Karine Bois, qui est associée chez Kane Lamar et qui œuvre au sein des groupes de pratique en droit municipal, environnemental et en économie circulaire, qu'on entend de plus en plus parler. Elle pratique auprès d'une clientèle composée tant d'entreprises d'envergure multinationales que nationales, que des PME, que des coopératives, des organismes publics, notamment dans le secteur de la métallurgie, minier, agricole, manufacturier, de l'énergie également. Elle se démarque par son implication en environnement puisque de 2010 au début
des années 1900. De 2017 à 2019, elle a agi à titre de présidente du conseil d'administration du réseau environnement et depuis 2021, elle participe à l'équipe Solutions Règlement du Lab d'accélération en économie circulaire, secteur construction. Alors, bienvenue Karine Roy, merci d'être avec nous ce matin. Je vous présente également Maître Laurence Gaudreault, qui a été admise au barreau en 2017. Les domaines d'activité dans lesquels elle se distingue sont les demandes d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, les dossiers qui sont présentés devant le tribunal administratif du Québec, ainsi que les pourvois en contrôle judiciaire. Elle est impliquée auprès de diverses associations du monde municipal. Maître Gaudreault a notamment créé et dispensé de nombreuses formations au sujet de la tarification, de la taxation, de la gestion financière et contractuelle, ainsi que des pouvoirs d'aide municipaux. Et elle a aussi enseigné au Cégep de Jonquière en technique d'aménagement et d'urbanisme. Bienvenue, Maître Laurence Gaudreault. Merci. Alors, à vous deux, je vous cède maintenant la parole. Maître Bois et Maître Gaudreault, à vous deux et bonne formation. Merci d'être là. Merci Sandra, merci Jean-Pierre. Alors, je vais partager mon écran. Laurence, est-ce que tout le monde voit, tu penses? Oui, ben moi je le vois. Ouais. Bon, parfait, excellent. Alors, comme Sandra l'a mentionné dès le départ, en fait, là, on veut vraiment démystifier avec vous un peu quels sont vos droits, vos obligations là, en tant qu'entreprise là, quand vous faites l'objet tant d'une inspection ou d'une enquête en matière environnementale. Parce que souvent, dans le feu de l'action, ce qu'on constate, nous, dans la pratique, parce que souvent, on intervient par la suite quand le dossier est judiciarisé. Et ce qu'on constate, c'est que souvent, les gens sont première des choses, si on veut, méconnaissants de ces procédures-là. En fait, les policiers débarqueraient dans votre entreprise pour une enquête, une inspection, vous seriez un peu plus sur les dents, mais quand il est question du ministère de l'Environnement, les gens sont moins méfiants, ce qui est correct aussi, mais ne savent pas trop comment interagir avec les inspecteurs. Il y en a des fois aussi qui, à l'inverse, sont plus suspicieux. Donc, les gens ne savent pas trop sur quel pied marcher ou encore, d'un autre côté, on se rend compte que justement, les gens ne connaissant pas leurs droits ont un peu laissé faire, ce qui, des fois, peut, dans certaines circonstances, quand le dossier est éventuellement judiciarisé, rendre difficile, si on veut, la présentation d'une défense dans le cadre des dossiers. Donc, c'est un peu pour vous aider à savoir sur quel pied danser qu'on a axé le sujet aujourd'hui. Donc, on semble avoir beaucoup de sujets aujourd'hui pour le temps qu'on a, mais sachez que c'est vraiment un tour d'horizon rapide qu'on va voir ensemble. Donc, dans un premier temps, on va vous expliquer tant les situations qui peuvent donner lieu à une enquête, une inspection rapidement, mais aussi ce que vous devez faire en cas de déversement. On va voir la distinction aussi entre l'inspection et l'enquête, parce qu'il y a une distinction à faire entre les deux, puis les pouvoirs des agents qui font l'inspection et l'enquête ne sont pas les mêmes, c'est important de les distinguer. Ensuite, on va vous faire part de quels sont les droits et les obligations de l'entreprise dans ces deux cadres-là précis de l'enquête et de l'inspection. On va vous faire part aussi de quelques procédures préventives que vous pouvez mettre en place pour être mieux préparé à ces situations-là. Et finalement, pour vous démontrer, si on veut, l'importance d'être bien préparé, on va également vous dresser un aperçu de quelles sont les conséquences qui peuvent découler de ces enquêtes et de ces inspections-là. On parle de procédure judiciaire, oui, mais aussi de procédure administrative et de sanctions. Et là, c'est là que on va vous laisser comme ça va vous démontrer, je crois, l'importance de connaître ces éléments-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, d'entrée de jeu, il y a plusieurs circonstances qui peuvent donner lieu tant à une inspection qu'une enquête environnementale. En fait,
faut que vous sachiez que les lois, c'est notamment la loi sur la qualité de l'environnement principalement qui gère les différentes autorisations, mais aussi interdictions au niveau environnemental au Québec. Il y a 79 règlements qui sont liés à cette loi-là, donc c'est un secteur qui est quand même assez complexe à maîtriser, surtout pour quand on est une PME. Et il y a de multiples obligations, notamment l'une des principales, c'est lorsqu'on exerce une activité industrielle, il faut avoir une autorisation ministérielle. Donc, dans le cadre de l'exercice d'une activité qui est susceptible d'entraîner une émission de contaminants, vous devez avoir une autorisation ministérielle, puis évidemment, le ministère peut venir contrôler, c'est-à-dire venir vous voir pour vous assurer que vous respectez les conditions de votre autorisation. Donc, le non-respect d'une autorisation délivrée peut mener à une enquête, une inspection. Il y a aussi une situation qui peut survenir, par exemple, un déversement accidentel d'un contaminant, par exemple, de l'huile, des produits pétroliers autres ou n'importe quel type de substance là, qui est déversé peut donner lieu aussi à une intervention. On va parler beaucoup aujourd'hui du ministère de l'Environnement là, au provincial, dont le nom, là, on a mis dans la présentation l'acronyme MELCIC, là, mais c'est vraiment Ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques. Mais sachez aussi que vous pourriez faire l'objet d'inspections et d'enquêtes de la part d'Environnement Canada, qui ont certains pouvoirs, principalement au niveau des activités. Ce qu'on voit souvent, c'est la loi sur les pêches, parce que dans cette loi-là, notamment, tout dépendant, si vous par exemple, il surviendrait un déversement dans un cours d'eau, c'est considéré comme étant un habitat du poisson. Donc, vous pourriez avoir la visite d'Environnement Canada là, pour contrôler l'application, parce qu'il y a une interdiction de déverser aussi des substances nocives dans un habitat de poisson. Quand on parle de substances nocives, ce n'est pas forcément justement des produits pétroliers. Là. Ça peut être ce qu'on appelle dans le jargon des matières en suspension, c'est-à-dire qu'on envoie une substance, peu importe ce que c'est, des eaux usées, par exemple, puis ça a pour effet d'altérer l'habitat du poisson, bien, il pourrait avoir une intervention à ce niveau-là. Alors, maintenant, je vais céder la parole à Laurence qui va vous expliquer. On va vous faire travailler un petit peu ce matin. Oui, merci Karine. On vous invite à prendre vos téléphones cellulaires. On a une petite question en introduction. Là. Vous pouvez scanner le code QR à partir de votre appareil photo. Je pense que la pandémie a fait en sorte qu'on est rendu bon avec ces méthodes-là. Hein. Vous devriez tomber sur l'application, sur la page web de Slido directement avec le petit sondage. Autre méthode, c'est d'ouvrir le furteur Safari, de taper slido.com, entrer le code 126257, puis vous allez aussi tomber sur notre page. Je vais admettre les gens. On vous invite donc à répondre à la question suivante. Jean, propriétaire d'une PME, constate que le réservoir d'huile à chauffage de son entreprise, un réservoir de mazout de 2500 litres, s'est entièrement vidé au sol et dans une partie du réseau d'égout pluvial municipal. Que devrait-il faire sans délai? Récupérer le mazout déversé, faire nettoyer le réseau d'égout et décontaminer les sols contenant le mazout. Rien du tout. Tant qu'il continue d'opérer son commerce, contacter immédiatement Urgence Environnement et faire cesser le déversement. On va laisser quelques minutes aux gens pour répondre. Je répète la procédure. Vous pouvez scanner le code QR qui apparaît à votre écran avec l'appareil photo de votre cellulaire. Vous devriez tomber sur la page Slido directement sur notre petit quiz. On aura trois occasions, 3 petits quiz comme ça au cours de notre présentation. Donc, je vous invite à le faire. Je pense qu'on a eu une réponse à date, Karine. Je ne sais pas si tu vois la même chose que moi. Moi, je vois, en tout cas, 7 personnes. Je vois 7 dans le coin.
7, qui est quand même pas un échantillonnage assez. Ah, 8. Bon, puis à 8, date, ok, les c'est gens, bon. pour moi, ils se sont laissés influencer. Là, tout le monde. En tout 100% de réponse sur Ouais, sur un contacter élément. immédiatement. Oui, oui, Ah, oui. Alors, ben, Laurent, je te laisserai aller là-dessus, peut-être, oui, bien expliquer sûr. Ben, ce qu'il en effectivement, est. c'est la bonne réponse, à mon avis. Il existe des prohibitions là, générales en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, notamment celle de polluer, d'émettre tout contaminant susceptible d'altérer la qualité de l'environnement ou d'émettre des contaminants dans des quantités ou des concentrations supérieures à celles qui sont autorisées dans des règlements. Les règlements qui découlent de la LQE peuvent permettre l'émission de certains contaminants dans des quantités contrôlées pour l'exercice de certaines activités. Alors, dans notre cas, on a un déversement de mazout, qui est une matière qui est combustible, sans doute, qui est un produit pétrolier, ben, c'est une matière dangereuse également. Donc, en cas de rejet accidentel de telle matière, la LQE crée l'obligation d'aviser sans délai le ministère de l'Environnement via Urgence Environnement, qui est une équipe dédiée là, à gérer ce genre de situation-là. Ils peuvent déployer des gens sur les lieux, des équipes pour aider là, ou à ramasser le déversement, en fait. Puis, il faut faire cesser le déversement en question sans délai également. Tout ça, ce sont des obligations qui sont prévues à même la LQE. Puis, bien, si on ne s'y conforme pas, bien sûr, on s'expose à des sanctions. Oui, Karine, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, ça va. T'es rendu à l'autre fiche? Oui, exact. Mais en fait, donc ça, c'en est un parmi les déclencheurs qu'on a vu en introduction, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation ministérielle et se conformer à son autorisation, mais le déversement accidentel d'une matière, d'un contaminant ou d'une matière dangereuse, c'est un des déclencheurs qui pourrait mener à des inspections, des enquêtes. Donc, on déclenche ces processus-là. Également, ben, le fait de devoir aviser, c'est ce que je disais, le ministère, ben, ça peut donner lieu à des inspections et des enquêtes sur l'événement. Les inspections peuvent se dérouler donc dans les heures qui suivent l'événement, plus souvent dans les jours, voire les semaines qui vont suivre. Le délai de prescription, ça, c'est le délai à l'intérieur duquel le ministère peut prendre action, peut intenter une poursuite là, pour pénaliser en fait le déversement qui aurait été fait au contraire des obligations prévues dans la loi. Le délai, on prend le plus long entre 5 ans à compter de la date de la perpétration de l'infraction, donc à compter du déversement, par exemple, ou 2 ans à compter de la date à laquelle l'inspection ou l'enquête qui a donné lieu à la découverte de l'infraction a été entreprise. Donc, c'est possible que le ministère soit mis au courant d'une situation, d'une contravention commise à la loi plus tard. Puis là, il entamerait un processus d'inspection, d'enquête. Et c'est à partir du début de cette procédure-là qui donne lieu à la découverte de l'infraction qu'on fait partir le délai de prescription qui est de 2 ans. Donc, on choisit le délai le plus long. Parfait. Alors, Laurence a toujours un autre quiz. Alors, même fonctionnement tout à l'heure. Je te laisse lire la question. Deuxième question. On a Paul, qui est un entrepreneur en construction et contacté par son contremaître de chantier. Une personne du ministère de l'Environnement demande à visiter le chantier parce que des travaux auraient été effectués avec une pelle mécanique dans un cours d'eau. Paul peut refuser à la personne du ministère l'accès au chantier. Après tout, il n'a pas l'accord du client. Paul n'a rien à cacher. Il accepte sans réserve la visite de l'inspecteur. Plutôt, Paul demande à l'employé de valider pourquoi la personne du ministère veut visiter le chantier, de l'accompagner durant la visite et de prendre des notes sur le déroulement de l'inspection. Que fait Paul, qui est contacté par son contremaître de chantier, qu'une personne du ministère demande à visiter le chantier? Il y a des travaux effectués dans un cours d'eau avec une pelle mécanique. On voit ça de temps en temps.
Alors, on a 4 personnes. Hey, à date, là, honnêtement, je pense qu'on a un bon taux de succès aux réponses, honnêtement. Les bons réflexes. Oui, effectivement. Alors, je pense que c'est moi, là, maintenant, Laurence. Oui, c'est à ton tour, Karine. Alors, effectivement, là, on va le voir là, dans ce que je vais vous dire que vous aviez la bonne réponse. Donc, là, on est rendu à faire la distinction entre l'inspection et l'enquête. L'inspection, c'est un contrôle ponctuel qui peut être effectué soit sur une base régulière, de manière aléatoire par le ministère pour s'assurer du respect de la législation environnementale. Puis aussi, ils fonctionnent aussi beaucoup sur plainte. Là. Exemple, là, ils peuvent intervenir là, parce que la notion de contaminant est quand même très large. Là. On passe tant de la mauvaise odeur au bruit, à l'émission de contaminants, une substance chimique, là, soit par l'air, soit par l'eau, soit sur le sol. Donc, puis souvent aussi, ben, ça peut être justement le déclencheur peut souvent être des plaintes quand on est une entreprise qui est située près d'un secteur résidentiel. Là. Donc, c'est ce genre de contrôle-là, l'inspection. Puis l'objectif, c'est de s'assurer de manière préventive que l'entreprise suit la législation, la réglementation environnementale applicable. Puis ça peut consister aussi en un examen routinier pour vérifier la conformité de l'entreprise aux normes. Puis les pouvoirs d'inspection sont encadrés par un article de la loi sur la qualité de l'environnement. Le fonctionnaire autorisé ne peut pas faire n'importe quoi, en fait. Dans le fond, là, ce qu'il peut faire, il peut pénétrer sur un terrain dans un édifice pour examiner les lieux. Il peut aussi prendre des échantillons, faire des excavations, des forages, installer des appareils de mesure, effectuer des tests ou prendre des mesures. Donc, il peut faire tout ça, prendre des photos, évidemment. Hein, souvent, c'est une question qui revient en matière d'inspection. Là, il a pris des photos, il a-t-il le droit de faire ça? Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ben oui, il peut le faire. Puis, il peut même aussi demander la communication. Il peut demander, en fait, à examiner vos livres, registres et dossiers. Puis là, on dit bien qu'il est autorisé à consulter parce que dans la loi, il y a, tout dépendant le type d'activité que vous faites, peut-être qu'il y a des registres dont la tenue est exigée par la loi que vous devez faire. Donc, ou encore, il y a des échantillonnages périodiques que vous devez effectuer et transmettre au ministère. C'est ces données-là que l'inspecteur peut venir consulter. Donc, il ne peut pas consulter n'importe quel dossier, il ne peut pas s'adonner à ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, une partie de pêche, puis venir fouiller dans n'importe quel registre et livre que vous tenez. L'inspecteur, il ne peut pas saisir l'original d'un document ou des objets qu'il est autorisé à consulter. Il peut se prendre une copie, par contre. Puis, tu sais, souvent aussi avec les modes technologiques, il peut vous envoyer un petit courriel puis vous dire, suite à sa visite, pouvez-vous m'envoyer une copie de tel document, etc. Donc, c'est des choses qu'il peut faire. Vous avez l'obligation dans la loi de collaborer au travail de l'inspecteur, de ne pas l'entraver. Ça, c'est important. Puis ça peut être des fois embêtant de savoir quand est-ce qu'on est dans une situation où on entrave le travail. Tout à l'heure, vous l'avez vu dans la question qu'on vous a posée, la bonne réponse, là, c'était de dire ce que vous avez identifié. En fait, c'est que vous pouvez effectivement demander à l'inspecteur c'est quoi l'objectif de sa visite, mais vous avez quand même l'obligation de le laisser inspecter. Mais vous pouvez aussi l'accompagner. Évidemment, c'est même fortement recommandé de l'accompagner lors de la visite. Puis vous pouvez prendre des notes. Puis même s'il prend un échantillonnage, vous pouvez aussi en prendre un en même temps puis le faire analyser de votre côté. Ça, il n'y a pas d'enjeu. Mais l'entrave, en fait, qu'est-ce que c'est? Puis il y a déjà eu effectivement, là, parce que ça peut donner lieu à soit des sanctions administratives pécuniaires ou à des constats d'infraction. Donc, l'entrave, c'est un comportement qui est de nature à empêcher un fonctionnaire d'exécuter ses fonctions ou à le gêner sérieusement dans l'exécution des fonctions. Donc, ce n'est pas juste de l'empêcher, c'est aussi de le gêner sérieusement.
Donc, on n'a pas empêché le fonctionnaire d'accomplir ses fonctions pour effectuer une entrave. Il faut rendre son travail difficile pour que ça soit considéré comme une entrave. Alors, un exemple que j'ai déjà vu, c'est que en fait, là, en jurisprudence, là, c'est que la personne, oui, premièrement, elle s'était obstinée avec l'inspecteur pour pas qu'il vienne inspecter. Puis là, finalement, elle le laisse venir sur les lieux, mais à chaque fois qu'il pose un geste, essaie de l'empêcher ou s'oppose à ce qu'il prenne une photo, à ce qu'il prenne un échantillon. Donc ça, même si on n'empêche pas l'inspecteur de venir inspecter, mais on oppose une opposition forte, on l'empêche de faire ce qu'il souhaite, bien, ça constitue également une entrave. Donc, c'est pas. Puis le simple fait aussi de refuser à l'inspecteur d'accéder à notre établissement ou à un lieu, bien, ça constitue une entrave. De manière générale, au niveau de l'inspection, quel est le résultat de l'inspection? Ben, en fait, administrativement parlant, à l'interne au ministère, l'inspecteur, lui, va dresser un rapport de son inspection, puis c'est comme un formulaire, puis ils vont venir, en fait, ils vont venir caractériser la gravité des infractions qu'ils ont constatées. Puis, il y a une directive et un guide qui existent au ministère qui viennent classifier les différents types de manquements, là. Fait que, tout dépendant le type de manquement, ben, c'est ce qui va mener à une recommandation. Qu'est-ce qu'on fait avec le dossier? Donc, souvent, une inspection va mener un avis de non-conformité. Fait que ça, c'est plus une petite lettre d'avertissement qui est transmise par le ministère qui dit « On a constaté telle problématique, on vous donne un délai X pour nous soumettre un plan d'action que vous allez mettre en place pour vous conformer à la loi. » Puis, ce que vous devez savoir, c'est que, en fait, là, c'est par rapport à l'avis de non-conformité, la réponse que vous allez donner est drôlement importante parce que tout ce qui est, on va le voir tantôt dans l'enquête, mais tout ce qui est recueilli dans le cadre d'une inspection peut servir à faire la démonstration de votre culpabilité éventuellement. Fait que c'est vrai que on peut collaborer avec le ministère, on peut lui répondre, fournir un plan d'action, mais il faut quand même être prudent puis prendre le temps de répondre correctement à ces lettres-là. Puis souvent, moi, ce que je recommande, c'est parce que moi, on en accompagne, nous, au bureau des entreprises, là, pour répondre à ces avis de non-conformité-là. Puis, tu sais, souvent, on va demander d'avoir accès au rapport de l'inspecteur. Puis ensuite de ça aussi, on regarde ensemble parce qu'on peut avoir des éléments qu'on peut soulever pour dire, ben nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec votre position à l'effet qu'on n'est pas conforme. Fait que ça, c'est peut-être la petite mise en garde au niveau des avis de non-conformité. Puis, si après l'avis de non-conformité, vous ne faites rien, ou si le manquement est d'une gravité telle que le ministère pense que ça le justifie, bien, il va peut-être avoir émission d'une sanction administrative pécuniaire. On va le voir tout à l'heure à la fin de la présentation, qu'est-ce que c'est cette chose-là. Ou encore, bien, le ministère peut recommander la tenue d'une enquête. Et là, ce qui nous amène à notre autre question. On va voir si vous êtes toujours aussi bon dans les réponses. Alors, vas-y, Laurence. Oui. Alors, on a Jean, qui est le même Jean, propriétaire d'une PME, n'a pas avisé le ministère du déversement de mazout et il n'a réparé que le réservoir. Une personne du ministère de l'Environnement se présente à son établissement avec un papier en main titré « Autorisation de pénétrer dans un lieu ». Jean refuse de le laisser entrer sur sa propriété. Après tout, la Charte des droits et libertés protège sa propriété. Jean n'a pas le choix de le laisser entrer, mais il demande à ce que l'agent s'identifie, lui demande des précisions sur le but de sa visite et envisage d'appeler son avocat. Jean n'a rien à cacher, il le laisse entrer et ne porte pas tellement attention à ce que la personne fait. Il est trop occupé à faire rouler son entreprise. Quelle conduite Jean devrait-il adopter face à cette personne du ministère avec un papier titré « Autorisation de pénétrer dans un lieu ». On a encore 100% de réponses sur... Oui, on a vraiment des élèves surdoués au niveau de l'application de la loi, c'est bien.
effectivement, là, on voit que ça commence à être un peu plus sérieux dans cette mise en situation-là. Il y a un document autorisation de pénétrer dans un lieu. Habituellement, c'est une autorisation, autorisation de pénétrer dans un lieu, c'est un mandat de perquisition qui est émis par un juge. Donc, c'est parce qu'il est tenu d'une enquête par le ministère. Donc, on juge que le manquement est plus sérieux ou des fois aussi, c'est une question que c'est un manquement qui est répété dans le temps. L'entreprise ne comprend pas le message, si on veut, puis continue de contrevenir. Donc, à ce moment-là, le ministère, dans le fond, prend une enquête là, justement pour établir la preuve de la commission d'une infraction en vue de judiciariser le dossier. Donc, pour avoir un mandat de perquisition, là, une autorisation de pénétrer, ça peut être aussi une ordonnance de production de documents aussi. Qui est utilisé par le ministère. Sachez là, que c'est vraiment un document formel, là, puis c'est signé par un juge. Donc, si vous voulez, vous le figurez un peu mieux. Là. Puis, pour obtenir ça, l'enquêteur, parce que là, ça va être un enquêteur, il faut qu'il ait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise. Donc, les motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, ben, c'est à partir de l'inspection qui a été effectuée au préalable. Il y a des éléments qui permettent d'établir, à tout le moins avec une certaine certitude, qu'il y aurait eu un manquement à la loi. Et sur cette base-là, l'enquêteur va présenter une demande au tribunal pour obtenir une autorisation pour aller visiter les lieux, prendre des échantillonnages. Donc, c'est vraiment ça. Puis l'objectif, là, c'est vraiment de sanctionner une infraction à la loi, un règlement, c'est de chercher des éléments de preuve qui vont permettre de démontrer là, une contravention. Donc, c'est ça. Puis, juste avant, ce qui est important de savoir, c'est que ça donne lieu on veut sanctionner une infraction. Fait pourquoi ils vont avec une enquête, c'est qu'ils ont un fardeau de preuves assez élevé, le ministère. Il faut qu'ils démontrent hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction. Donc, c'est pour ça que c'est comme un step plus élevé que l'inspection. C'est pour leur permettre vraiment de saisir des choses. Là. Contrairement à l'inspection, ils ne peuvent pas partir avec, ils peuvent juste prendre des copies. Puis ils peuvent, puis l'autorisation judiciaire, ce qu'elle permet, c'est vraiment de faire un examen plus approfondi des lieux, là, puis de même mettre à l'essai des équipements si c'est nécessaire, faire on voit des fois des essais de traçage qu'on appelle, on met des traceurs, par exemple, dans des regards d'égout pour voir où s'en va la contamination, ce genre d'exemple-là que l'enquêteur peut être autorisé à faire. Ce qu'on vous recommande de faire, hein, on ne vous recommande pas, comme dans les choix de réponse, de dire ben c'est beau, allez-y, vous avez une autorisation, puis moi, de toute façon, je suis occupée, je m'occupe de mes opérations, puis vous me direz quand vous aurez fini. Là. Ce qu'on vous suggère de faire, c'est de demander à l'enquêteur de s'identifier. De toute façon, habituellement, ils le font. Là. Ils ont vraiment un badge, là, puis ils le font. De préciser aussi en quelle qualité il agit. Puis même de demander, là, c'est sur quoi porte l'enquête. Et il va de toute façon vous exhiber l'autorisation judiciaire. Puis évidemment, on vous recommande là, le plus possible parce qu'on peut être nerveux aussi là, dans des situations comme ça, puis pas trop savoir comment se gouverner. Nous, on est habitués, donc vous pouvez consulter un avocat qui va vous dire quoi faire, tout dépendant de votre situation. Puis, en tant qu'enquêteur, il peut recueillir de l'information qui lui permettra de retenir la responsabilité de l'entreprise. Effectivement, comme je vous ai dit, il doit obtenir un mandat de perquisition. Il ne peut saisir que les éléments qui sont inscrits à son mandat de perquisition. Ça, c'est important. Puis des fois, c'est des éléments qui peuvent porter à question. C'est pour ça qu'on vous dit, on est là, nous, pour répondre à vos questionnements, parce que des fois, ça peut être délicat de savoir, ben là, je suis obligée de fournir telle affaire ou telle chose. Puis aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des documents qu'ils demandent qui ont été préparés par un ingénieur ou encore, vous pouvez avoir consulté aussi au préalable un avocat pour savoir, je t'ai-tu assujetti à une autorisation environnementale pour faire une activité X ou Y.
peu importe. Donc, ces documents-là qui sont préparés par des professionnels tenus au secret professionnel, comme l'avocat, le notaire, l'ingénieur, c'est des documents que l'enquêteur ne peut pas saisir. Ou s'il les saisit, il doit les mettre sous scellé parce que c'est des documents privilégiés. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il souhaite, dans le fond, saisir à votre entreprise. Puis, donc, c'est ça. Puis, de manière générale, comme on vous dit depuis tantôt, la preuve qui est recueillie lors d'une inspection peut aussi servir dans le cadre d'une poursuite pénale. Et ce qu'on voit de plus en plus fréquemment, je vous dirais que c'est moins fréquent encore au niveau du ministère de l'Environnement, mais Environnement Canada, sachez que de plus en plus, quand ils vont perquisitionner des entreprises, ils font des saisies ils font des copies miroirs qu'on appelle de serveurs informatiques d'ordinateurs. Ils ont une équipe spécialisée en partenariat avec la GRC, puis ils font ça. Oui, M. Ferland? Oui, bonjour, merci. Petite question, dans le fond, s'il y a une inspection et qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a non-conformité, est-ce qu'ils peuvent exiger l'arrêt de l'exploitation de l'activité tant que la conformité ne revient pas de l'activité d'exploitation? Il me semble que oui, effectivement. Là, dans le fond, techniquement, si vous n'avez pas le droit, si vous n'êtes pas conforme, vous n'avez pas le droit de faire l'activité. Fait que, ils vont vous aviser. C'est sûr que si vous continuez, dans les faits, si vous continuez puis qu'il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de constat, rien, mais si vous continuez, vous exposez, on va le voir tantôt, à ce qu'on appelle le concept d'infraction continue. C'est que chaque jour d'infraction, ben, ça constitue un constat distinct. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, si vous ne faites rien, ben, ça peut augmenter le nombre d'infractions, puis par la bande, les amendes. Puis aussi, de l'autre côté, c'est que vous pourriez éventuellement, on va en parler un peu moins, mais avoir une ordonnance du ministère qui vous intime de cesser l'activité. OK. Puis qu'est-ce qui se passe, mettons, finalement, après des procédures judiciaires, finalement, l'exploitant démontre qu'il était conforme puis que le ministère de l'Environnement avait tort d'exiger de cesser les exploitations, finalement, s'il y a eu des pertes de revenus puis que c'est non fondé, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Bien, c'est parce qu'en fait, là, ça, c'est au niveau responsabilité civile de l'État. Puis c'est survenu dans certaines situations là, que c'est des jugements où justement l'entreprise prétendait, parce que le concept de droits acquis, là, prétendait qu'elle avait des droits acquis. Elle s'est fait poursuivre par le ministère. Puis en fait, là, finalement, le tribunal a acquitté l'exploitant en disant effectivement, il y avait des droits acquis, il n'y avait pas besoin d'obtenir d'autorisation. Puis, la personne, en fait, ce qu'elle a fait, effectivement, elle a poursuivi le gouvernement puis le procureur général en disant que la procédure était abusive. Mais il y a un fardeau de preuves quand même élevé pour démontrer ça au niveau de la responsabilité de l'État. Mais dans le cas que je vous parle, il avait réussi à faire cette démonstration-là, puis effectivement, il avait reçu une indemnité là, de quelques centaines de mille dollars. Donc, oui, c'est une option qui existe, mais dans le fond, il faut vraiment démontrer là, que le ministère a pris une procédure alors qu'il savait, qu'il savait que la personne là, il a commis une faute. Il faut vraiment démontrer ça. Fait que c'est pas. Il faut quand même une bonne preuve. Puis, dans le cas du dossier que je vous parle, le jugement qui acquittait l'entreprise était quand même très, très sévère à l'endroit du poursuivant, là, du ministère, sur la conduite qu'il y avait eu. C'est un cas qui était assez évident. Mais je vous dirais que c'est toujours, comme on dit tout le temps en droit, c'est du cas par cas. OK, merci. Donc, maintenant, j'aurais une question, moi, sur l'enquête. Oui. Puis corrige-moi si je me trompe, là, mais c'est un processus qui peut se dérouler sur plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est pas nécessairement une journée. Puis est-ce que l'enquêteur du ministère peut requérir là, des dépositions? Est-ce qu'il peut demander à interroger des gens, à les rencontrer, puis recueillir leurs dépositions?
Ben oui, en fait, Laurent, c'est une bonne question, hein. On a oublié de le mettre ça dans notre contenu, là, mais effectivement, un enquêteur peut demander à rencontrer des témoins, des gens à l'interne qui ont été témoins de l'infraction ou peu importe. Ce qu'il faut faire attention, c'est que il ne peut pas obtenir une autorisation pour forcer quelqu'un à témoigner. Les gens, dans la charte, on a une protection contre l'auto-incrimination, fait qu'on n'est pas obligé de répondre aux questions d'un enquêteur. Contrairement à s'il y a un mandat de perquisition pour aller visiter un lieu, il y a une obligation. Donc, ce que je vous dirais, c'est que vous n'êtes pas obligé d'accepter de donner une déclaration à l'enquêteur. Mais par contre, si vous souhaitez le faire et collaborer, c'est possible de le faire. Puis à ce moment-là, ce qui est recommandé, c'est de convenir d'un rendez-vous avec l'inspecteur, puis de réviser son dossier correctement. Puis vous pouvez aussi être accompagné d'un avocat. Puis, si vous avez des employés là, le ministère demande à rencontrer ces employés-là, bien, c'est sûr que s'il survient un événement, puis pas juste des employés, des sous-traitants aussi, quand on parle d'un contexte de chantier ou peu importe, bien, moi, je pense que la prudence qu'elle impose, c'est d'aviser vos employés et les sous-traitants que s'ils sont contactés par le ministère pour répondre à des questions, qu'ils vous en informent, puis que vous ayez un échange avec eux pour vous assurer, en fait, tu sais, des fois, il y a des questions aussi de collaboration parce que ce n'est pas une obligation, mais pas du tout une obligation de répondre aux questions. S'il y a une autorisation pour venir chercher des documents, visiter des lieux, oui, mais répondre à des questions, donner des déclarations, il n'y a aucune obligation de le faire. Fait que c'est une excellente question, Laurence. Maintenant, au niveau des procédures préventives, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire? Parce que en fait, là, c'est que l'idée générale, c'est que des fois, vous avez l'obligation de collaborer, mais aussi, comme on vient de vous dire, par rapport à la déclaration que vous fournissez à un enquêteur, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Néanmoins, vous pouvez aussi, tu sais, c'est pas nécessairement non recommandé de ne pas collaborer avec le ministère. Parce qu'en fait, là, dans l'enquête, eux, ils vont recueillir des éléments de preuve, tant ce qui est, oui, défavorable à l'entreprise, mais aussi ce qui peut être favorable à l'entreprise. Donc, ce n'est pas forcément négatif non plus de collaborer pour une éventuelle défense. Ou même des fois, en faisant l'enquête, ils peuvent se rendre compte qu'il n'y en a pas de manquement puis décider de ne pas aller plus loin. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas forcément une mauvaise chose de collaborer, c'est juste de le faire correctement pour pas, en fait, si vous avez des moyens de défense, les mettre à mal, comme on dit. Donc, puis aussi un peu savoir comment se gouverner quand on fait l'objet d'une visite parce que souvent, dans le feu de l'action, on peut se sentir coincé, on peut être mal à l'aise avec la situation parce qu'on n'est pas habitué. Puis, ou vos employés aussi peuvent ne pas du tout savoir comment agir. Donc, conseil qu'on vous donne, par exemple, c'est de former vos employés relativement aux risques environnementaux sur qu'est-ce qu'ils doivent faire, par exemple, s'il survient, si vous, dans vos activités, vous manipulez des matières dangereuses ou des contaminants, bien, quoi faire s'il survient un déversement. Parce que ça aussi, ça peut vous aider éventuellement sur une défense. Il y a aussi, comme on disait, hein, si vous entravez le travail d'un inspecteur, d'un enquêteur, si vous, tu sais, votre employé pourrait aussi bien dire, ben, il y a un inspecteur, moi, je ne demande pas à mon patron, puis je refuse l'accès. Ben, il pourrait y avoir si on veut, un constat d'infraction aussi pour entrer tant auprès de l'employé qu'auprès de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de former vos employés, oui, par rapport aux risques environnementaux, mais aussi par rapport à la façon de réagir s'il y a une visite du ministère.
Puis donc ça, c'est super important. Puis effectivement aussi, dans le feu de l'action, on peut savoir, on peut être comme on dit en bon québécois, une poule pas de tête, puis pas savoir trop où s'en aller. Donc, avant que ça survienne, ben, c'est une bonne chose aussi de se faire un cadre écrit, une politique, un aide-mémoire sur quelle action immédiate on doit poser, puis sur les personnes à contacter. Donc, comme on vous a dit, si survient un déversement, ben, il faut contacter sans délai l'urgence environnement. Donc, il y a un numéro à contacter. Vous pouvez aussi avoir besoin d'une firme conseil en environnement parce que s'il y a un déversement, je fais quoi là, pour ramasser le dégât? Là? Puis, faut-il qu'on sache aussi quoi faire comme mesure immédiate. Vous pouvez aussi avoir à consulter d'autres professionnels, comme un avocat. C'est un exemple. Puis aussi, ben, votre assureur en responsabilité, parce qu'il peut avoir des conséquences financières importantes. S'il y a un déversement, le déversement peut mener lieu à des travaux de réhabilitation qui sont coûteux. Puis des fois, ça peut... Ben, en fait, on vous recommande que ça soit couvert par vos assurances, mais il faut s'assurer que l'assurance que vous avez assure correctement les risques environnementaux par rapport à vos activités. Donc, puis justement aussi, s'il survient une problématique, si vous ne voulez pas que votre assureur nie couverture, c'est-à-dire qu'il refuse de couvrir le sinistre, ben, il faut vous dénoncer quand à votre assureur qu'un risque est survenu. Vous pouvez aussi, quand il y a des inspections, des enquêtes, prendre des photos, prendre des échantillons, les faire analyser par un laboratoire externe. Comme on vous a dit, mandater une firme spécialisée. Les polices d'assurance, j'en ai parlé. Aussi, ça peut être utile de contacter un avocat, tant pour savoir comment se gouverner, qu'est-ce qu'on doit faire, mais aussi pour les aspects responsabilité civile, parce que s'il survient un déversement, peut-être que le déversement risque de contaminer ou a contaminé le voisin. Ça peut avoir migré dans un réseau d'égouts pluvial ou encore dans un cours d'eau. Donc, il y a une responsabilité qui peut en découler. Puis, c'est bien aussi de savoir comment se gouverner. Autre élément aussi, comme on vous a dit tout à l'heure, l'inspecteur, lui, il a le pouvoir d'examiner les documents qu'il peut exiger en vertu de la loi. Donc, tout ce qui est, dans le fond, tenue de registre ou échantillonnage, résultats d'analyse que vous devez faire dans le cadre de vos autorisations, ben, dans le fond, ça devrait être tenu dans un dossier qui est facilement accessible, où ça se retrouve tout au même endroit. Puis quand on dit c'est dossier physique, là, mais aussi dossier informatique. Puis si il y a des éléments qui ne sont pas exigés par la loi que vous faites, vous, là, pour vous assurer au niveau de vos opérations que vous êtes conforme, vous n'avez pas l'obligation de le faire, ou encore vous avez donner des mandats d'expertise externes à des ingénieurs sur des problématiques XY, puis que vous n'avez pas l'obligation de les transmettre au ministère, mais conservez-les aussi à part dans un dossier, dans un fichier sur votre serveur informatique. Parce que, comme on vous a dit tout à l'heure, ça va faciliter le travail quand un inspecteur va arriver parce que tout va être au même endroit, ce qu'il peut obtenir. Puis même aussi, si vous avez une perquisition de matériel informatique, ça va être plus facile d'identifier aux enquêteurs les éléments qui vous apparaissent privilégiés dans le cadre de la perquisition. Donc, c'est ça. Fait que ça facilite le travail. Puis aussi, justement, il y a une possibilité, quand il y a un incident environnemental qui survient, d'ouvrir une enquête interne vous pouvez mandater des professionnels pour faire l'enquête interne. Puis, dans le fond, ça vous permet éventuellement de préparer votre défense dans le cadre d'un éventuel litige. Puis, tout ce qui est fait dans ce cadre-là ne peut pas être perquisitionné. Ça, c'est un élément qui est important de mentionner. Donc, puis procédure préventive, c'est pertinent pourquoi aussi? Ben, pour vous préparer parce que, en fait, la diligence raisonnable, c'est que vous pouvez être
coupable d'avoir commis une infraction. Mais si vous avez une excuse raisonnable qui relève de la diligence raisonnable, c'est-à-dire que vous avez mis en œuvre tous les moyens raisonnables pour éviter la commission de l'infraction et malheureusement, elle s'est commise malgré tout, ben, vous pouvez être à tout le moins acquitté parce que vous avez été diligent. Puis là, souvent, là, tu sais, des gens dans le moyen de la diligence raisonnable, ils me disent, ouais, ben là, quand c'est arrivé, moi, finalement, j'ai fait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ben, au niveau de la diligence raisonnable, c'est pas ce que vous avez fait après qui est pertinent. C'est ce que vous avez fait avant pour éviter que l'infraction se commette. C'est pas ce que vous avez fait après pour réparer le dommage. Hein? Ça, c'est pertinent uniquement pour la question éventuellement du montant de l'amende qu'on va voir tantôt, que Laurence va vous dire, parce qu'il y a des maximums et des minimums. Fait que ça ne viendra pas jouer sur votre culpabilité, ce que vous avez fait après. Ça va venir jouer sur à quel point ça va vous coûter cher. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, la diligence raisonnable aussi, là, si vous dites, ben là, ça, je ne l'ai pas fait parce que, bon, je n'avais pas le budget encore pour le faire. C'était dans les boîtes des boîtes, on attendait d'avoir l'argent pour le faire. Ben ça ne fait pas pleurer le ministère de l'Environnement, malheureusement, ni les tribunaux quand vient le temps de présenter une défense de diligence raisonnable. Les motifs d'ordre strictement financier qui ont motivé une décision, qui a mené à un incident ou à une non-conformité, ça ne permet pas malheureusement de justifier la diligence raisonnable. Encore là, par contre, ça peut jouer au niveau là, des facteurs de détermination de l'amende qui vous serait imposée. Puis, par contre, là, ce moyen de défense-là de la diligence raisonnable n'exige pas que vous mettiez la vie en danger ou votre vie en danger ou celle des employés. Ça n'exige pas non plus une conduite parfaite parce qu'il n'y a personne de parfait, personne de surhumain. Mais c'est d'avoir une conduite qui est raisonnable, c'est-à-dire suffisante, convenable et acceptable eu égard aux risques et aux circonstances inhérentes à vos activités exercées. Puis le fardeau en matière, quand vous faites une activité qui est fortement réglementée comme en matière d'environnement, bien, le fardeau d'établir la diligence raisonnable est quand même assez important parce que vous faites une activité qui est fortement encadrée d'un, puis qui est susceptible d'avoir des impacts importants sur l'environnement, sur les humains. Donc, ça vous exige un degré de prudence dans vos activités qui est importante. Donc, c'est de vous assurer de respecter vos autorisations, puis de vous assurer que, notamment, que vos employés sont formés, que vous avez mis en place des moyens de contrôle suffisants aussi pour éviter qu'un événement environnemental survienne. Donc, c'est bien beau d'avoir des instruments de mesure pour voir en continu, pour voir si on émet des contaminants dans l'environnement, mais encore faut-il s'assurer que ces équipements-là fonctionnent, qu'on a des contrôles qui sont effectués par les employés. C'est ce genre de choses-là que commande la diligence raisonnable. Je pense maintenant que c'est toi, Laurence, qui enchaîne. Alors, je te laisse. Oui, exact. Alors, ceci étant tout exposé, on va voir les deux moyens dont le ministère dispose pour sanctionner une contravention qui serait commise à la loi. Le cas la méthode la plus connue là, ou classique, c'est la procédure pénale. La procédure pénale, elle débute par la signification d'un constat d'infraction par lequel on impose une amende. Hein. Une amende, c'est carrément une punition, c'est un montant qu'on vient imposer en contravention lorsqu'il y a une contravention qui a été commise à la loi. Il y a deux options qui sont possibles. En fait, je dirais même qu'il y en a trois qui sont possibles, des options. On peut payer le montant de l'amende, on peut plaider coupable, donc déposer un plaidoyer de culpabilité si on pense qu'on n'a aucun moyen de défense à faire valoir, ou on peut aussi déposer un plaidoyer de non-culpabilité si on pense qu'on a une défense à faire valoir. Parmi les défenses, il y a celle de la diligence raisonnable, mais il y a d'autres moyens aussi. On peut nier la commission de l'infraction. On peut invoquer l'erreur provoquée par un agent. Si on a été induit en erreur par un agent du ministère, par exemple, qui nous aurait dit que notre activité nécessitait aucune autorisation ministérielle, ben, c'est le genre de défense qu'on peut soulever.
Il y a certains dossiers, on le voit à quelques reprises, qui peuvent donner lieu à la signification de plusieurs constats d'infraction, parfois pendant un processus d'inspection, d'enquête. Les agents vont s'apercevoir de la commission de plusieurs infractions de nature différente. Mettons, activité sans autorisation. J'ai une autorisation pour un certain volet de mes activités industrielles et j'ai dépassé ce qui m'était autorisé dans cette autorisation-là. J'ai fait des travaux, j'ai émis des contaminants. Donc, il peut y avoir des situations très embêtantes qui donnent lieu à la survenance de plusieurs infractions. Puis, le ministère peut signifier à ce moment-là des constats d'infraction pour toutes ces infractions-là. Puis, ça va être tout décliné dans des constats différents. Donc, ça peut être impressionnant de recevoir une dizaine de constats d'infraction. Mais c'est possible pour le ministère de le faire. Je veux pas te voler ton punch, mais je vais vous mettre l'eau à la bouche. Là. Tantôt, vous allez voir que ça peut coûter cher. Oui, c'est clair. On l'a dit aussi tout à l'heure, il y a des infractions qui sont commises en continu. Donc, ça aussi, il faut faire attention parce qu'on peut recevoir plusieurs constats d'infraction pour la même infraction pour des journées différentes. Par exemple, une émission en continu d'un contaminant, c'est une infraction qui est continue. Voilà. La preuve de l'infraction, ben ça, c'est le fardeau qui appartient au ministère. C'est à lui de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la commission d'une infraction. C'est un fardeau qui est élevé, qui est très lourd. C'est au ministère à faire la preuve de chaque élément de l'infraction. Si on pense à mettons, l'émission d'un contaminant dans des degrés ou dans des concentrations qui excéderaient celles permises par un règlement, bien, il doit faire la preuve de la nature du contaminant, de sa concentration. Donc, ça nécessite des résultats d'analyse, de l'échantillonnage, etc. Donc, lui-même, le ministère peut être épaulé par des expertises, par le dépôt d'expertise. Puis, le ministère a l'obligation de divulguer la preuve. C'est comme ça en matière pénale. Et c'est la même procédure donc, que le ministère doit suivre. Donc, si on plaide non coupable, bien, on va demander la divulgation de la preuve, puis on aura l'occasion d'examiner la preuve dont dispose le ministère et se faire une tête à savoir, bien, est-ce qu'on pense que le ministère il fait la preuve hors de tout doute de cette infraction-là ou pas? Attention à la... Ouais. Puis c'est ça. Puis justement, il suffit de soulever un doute raisonnable sur le fait que vous ayez été ou pas en infraction pour avoir un acquittement. Ça, c'est un autre... quand Laurence dit nier la commission d'infraction, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on peut soulever un doute raisonnable, puis ça pourrait être suffisant pour être acquitté. Oui, exactement. Attention à la récidive, ben, en fait, ça, c'est des fois, on peut prendre des décisions d'affaires aussi. Ça peut être coûteux ou ça peut être un fardeau quand même important de présenter une défense. Puis, surtout si on a reçu plusieurs constats d'infraction en même temps, on peut choisir de plaider coupable sur certaines, de négocier, etc. Mais la décision de plaider coupable, il faut réfléchir à la récidive. Est-ce que je suis susceptible de recommettre la même infraction au sein de mon entreprise? Puis la récidive fait en sorte si elle est commise dans les 2 ans qui suivent un plaidoyer de culpabilité, les infractions seront portées au double. Et s'il y a une récidive supplémentaire, elles seront portées au triple. Donc, les conséquences économiques d'un plaidoyer de culpabilité sont à conserver en tête, même pour le futur. Je voulais juste préciser aussi que l'amende, au montant d'amende s'ajoutent des frais judiciaires qui sont normés. On n'a pas vraiment d'emprise sur ces frais-là. Et en matière environnementale, il y a les frais de poursuite aussi que le ministère peut réclamer aux contrevenants. Donc, ça vient aussi augmenter la facture. Une méthode alternative de sanction qui existe dans la LQE depuis 2011-2012. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec ce genre de sanctions-là. Il y a beaucoup de points communs avec les sanctions pénales. C'est juste que l'esprit du régime de sanctions administratives pécuniaires est un peu différent. On est moins dans une logique répressive, punitive. On va voir aussi que les montants des sanctions sont plus faibles. Donc,
Ici, c'est la procédure de sanction administrative pécuniaire, on appelle dans notre jargon les SAP. Au contraire d'un constat d'infraction, cette procédure-là va débuter avec un avis de réclamation d'une SAP qui aura été précédé d'un avis de non-conformité. Comme je le disais, le montant n'est pas de la nature d'une amende, c'est une sanction pécuniaire, c'est quand même des sous qu'on vous réclame, là, mais c'est plus de l'ordre de 1 000 à 10 000 l'ordre de grandeur des sanctions là, qui existent en vertu de la LQE. Il appartient au ministère de l'Environnement de décider par quelle voie il va sanctionner un manquement ou une infraction. Et on peut aussi contester l'imposition d'une SAP. On peut faire valoir des moyens de défense qui sont très similaires à ceux qu'on peut faire valoir en matière pénale. On peut aussi nier la commission du manquement comme on pouvait nier la commission d'une infraction. Il y a une procédure préalable. On s'adresse donc d'abord au bureau de réexamen des sanctions administratives pécuniaires. Donc, c'est un processus de révision administrative à l'interne. C'est un bureau qui est indépendant au sein du ministère. C'est une branche, si je peux dire, qui est comme un peu indépendante et qui va réexaminer le dossier pour savoir s'il maintient l'imposition de la SAP ou s'il annule la SAP. Après quoi, on pourra s'adresser au tribunal administratif du Québec si la SAP a été maintenue auprès du bureau de réexamen pour faire valoir des défenses et tenter de faire annuler la sanction. La preuve du manquement, au contraire du pénal, la procédure pénale n'est pas faite hors de tout doute raisonnable. On est plutôt dans un fardeau là, de la balance des probabilités, là, ce qui se rapproche du fardeau en matière civile. Donc, est-ce qu'il y a plus de chances ou moins de chances que l'infraction, que le manquement ait été commis? Ici, on vous met un petit tableau là, des principales infractions qui sont prévues à la loi avec les amendes qui sont associées ou les montants de sanctions administratives pécuniaires. Il y en a d'autres, mais par exemple, on a vu tout à l'heure l'obligation d'aviser le ministère en cas de déversement accidentel. C'est l'article 21 auquel on contreviendrait si on n'aviserait pas sans délai le ministère et les montants d'amende à ce moment-là auxquels on s'expose pour une personne physique sont de l'ordre de 5 000 à 500 000 et même une peine d'emprisonnement de 18 mois. Et pour une personne morale, de 15 000 à 3 millions de dollars. Donc, ça, c'est des fourchettes d'amende. L'amende minimale est toujours le premier montant qui est indiqué. L'amende maximale est le deuxième montant indiqué, puis le ministère, c'est à lui, il a la discrétion d'imposer le montant, puis il peut tenir compte de certains facteurs qui sont aggravants, comme la nature de l'infraction qui a été commise, la gravité de l'infraction, le milieu récepteur de l'infraction. Quand je suis dans des cours d'eau, des milieux sensibles, ça peut venir jouer sur le montant d'amende plus élevé qui serait imposé. Il y en a d'autres aussi, le dossier judiciaire de l'entreprise sera un facteur qui pourrait être pris en compte par le ministère au moment d'imposer, de faire son choix de montant d'amende. On veut aussi porter à votre attention le fait qu'il y a maintenant une responsabilité présumée pour les dirigeants administrateurs d'une personne morale. Dès qu'il y a la commission d'une infraction par l'entreprise, la personne morale, on présume que les dirigeants administrateurs en sont également responsables. Donc, ils s'exposent à un montant d'amende important également. Puis, en fait, c'est au ministère de choisir de poursuivre ces gens-là, mais auquel cas, ils seront présumés responsables. Donc, ce sera à eux de faire une défense là, de diligence. Oui, on a une question. Oui. Oui, et merci. Et je présume aussi par la suite, ces sanctions-là, ces procédures-là restent au dossier de l'entreprise. Donc, ça laisse croire que par la suite, lorsqu'il va y avoir une nouvelle demande d'autorisation qui va être déposée, que ça peut alourdir le processus parce que l'exploitant a démontré dans le passé là, que ses pratiques environnementales sont peut-être pas à point. Là. Donc, à ce moment-là, peut-être que ça peut soulever plus de doutes de la part du ministère, je présume. Oui, tout à fait. En fait, le ministère, lui, pour délivrer son autorisation, il dispose d'une discrétion. Puis parmi les éléments qu'il
peut prendre en compte, c'est le dossier d'infraction de l'entreprise. D'ailleurs, il me semble que ça fait partie de l'attestation qu'on dépose au soutien d'une autorisation. On atteste de la commission ou pas dans un certain nombre d'années de la commission d'infraction à des lois environnementales. Oui, en fait, c'est ça. Il y a une déclaration exigée par la loi qui est déposée avec la demande d'autorisation. Puis notamment, il y a une foule d'infractions qu'il faut déclarer, là, même des infractions en matière de revenus, d'impôts, ce qui est particulier, là, mais ça, c'est d'autres dispositions. Voilà. Juste pour votre information, on vous rassure, là, les peines de prison, c'est un ajout qui a été fait en 2012, là, puis l'augmentation des peines, mais il n'y a pas encore eu personne qui a été emprisonné là, parce qu'ils ont pollué l'environnement. Mais sachez que si c'était une situation qui le nécessiterait parce que c'est une personne récidiviste qui ne veut rien comprendre puis que le geste mérite vraiment une forte réprobation, il pourrait survenir qu'une personne soit condamnée à une peine de prison. Et même un administrateur dirigeant, hein, sachez, la responsabilité pénale présumée couvre aussi ce genre de peine-là. Alors, Laurence, est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Je pense qu'on voulait conclure. Oui, c'est ça, on voulait conclure avec la cerise sur le sundae, si on veut, là, comment ça risque de coûter quand on a une problématique. Donc, on vous remercie de votre attention, puis on peut prendre un petit peu de temps si vous avez des questions par rapport au contenu.